Alors Phil, salut. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu Phil? Bah, écoute, je vais bien, jusqu'à ce que les sirènes que j'entends autour de nous ne me concernent pas. Tout va bien. Alors Phil, dis-nous où est-ce que tu es? Non, je ne suis pas poursuivi par la police. Je suis au 3000 Hanover Street à Palo Alto. D'accord, C'est une belle adresse. C'est l'adresse d'HP. Hewlett Packard, d'accord. une des légendes de cette fabuleuse région. Et je suis ici parce qu'il y a une conférence qui s'appelle On Demand 2010, organisé par Always On, qui organise des conférences dans le domaine des startups, du, du clean tech et du cloud computing. Et c'est le sujet de cette conférence pendant 2 jours. Donc Phil, justement, on va parler du cloud computing, qui est le sujet de cette conférence, et notamment d'un buzz qui a été un petit peu fait sur Salesforce, qui mise énormément sur le cloud. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cloud, dans la Silicon Valley? Bah, ça reste une tendance forte. Il y a de plus en plus d'activités auparavant générées sur ces grosses et belles machines qui maintenant sont générées par de nouveaux services qu'on trouve sur Internet, les services d'Amazon et Salesforce, qui maintenant, ça fait 10 ans, une belle entreprise et d'ailleurs son CEO va intervenir dans pas très longtemps, donc ça sera toujours un plaisir d'écouter Monsieur Benioff. Ils sont en train de lancer quelque chose que j'ai vu récemment, grâce à un ami journaliste en avant-première, mais d'une façon un peu spécifique, c'est Chatter. Et Chatter, c'est un petit peu le rêve qu'on peut imaginer quand on est directeur informatique ou quand on génère en tout cas une application, on a une communauté d'utilisateurs, beaucoup de gens à faire fédérer, à faire communiquer autour d'un produit, d'une ligne de produit, d'une entreprise ou autre. Chatter, c'est fabuleux. C'est ce qu'on peut imaginer de plus réussi dans le pendant B2B de Facebook. Et c'est véritablement, je pense qu'ils sont en train de monter en puissance sur cette application. Je suis sûr qu'il va en parler tout à l'heure parce qu'il est, depuis quelques mois, il communique beaucoup en interne sur ce produit et ça va peut-être être un autre exemple le cloud computing peut-il générer derrière autre chose en termes de business. Bon, Salesforce, c'est le plus bel exemple. Donc beaucoup de projets, une startup dans la salle ici qui est là pour lancer un service de RP, non pas sur de la grosse machine, mais dans le cloud. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à pas inventer, peut-être pas encore, mais en tout cas à mettre en place. D'accord. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, il y a un beau dossier qui a été fait par Cédric Ingrand de Plein Écran sur le cloud et notamment Mm. sur Salesforce où il Bon, interviewait le patron de Salesforce sur la stratégie cloud. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc Une interview VMware aussi. Bien. Mm. exactement, exactement. Très intéressant. Deuxième actualité que tu as sélectionnée, c'est les rumeurs autour de Foursquare qui serait potentiellement, peut-être éventuellement, racheté par Yahoo pour 110 millions de dollars. Ouais. Foursquare, c'est le. Par moment, ça me démontre un peu que la crise, elle n'est pas encore finie. C'est une application dont la principale utilité pour le moment est il faut l'essayer, hein, il faut le tester. C'est on joue à dire où on est et éventuellement à dire ce qu'on a envie de dire. Pour moi, ça reste un jeu, rien de plus. Et il y a véritablement un effort média de la part de tout le monde dans la Silicon Valley, et pas uniquement, y compris à New York, puisqu'elle est basée à New York,
sur cette boîte qui a bon, peut-être 800 000 utilisateurs. J'avoue que bon, les enjeux de l'utilisation des services de géolocalisation, je pense que tout le monde a compris que c'était un enjeu important. Là où j'ai du mal à comprendre, c'est qu'une application qui a 2 fois plus d'utilisateurs, qui a été financée par l'iPhone de Kleiner Perkins, qui a levé quasiment 10 millions de dollars, qui est un utilisateur, qui est clairement dans le domaine du gaming. On sait exactement ce que ça fait. Il y a pas d'interrogation. Euh, je refais le monde. On sait exactement à quoi ça sert. Eh bien, on n'en parle pas. C'est l'effet média un peu de la Silicon Valley qui, 110 millions de dollars pour une société qui a même pas encore 1 million d'utilisateurs. Moi, je pense que en tant qu'ancien directeur financier, j'ai pas grand-chose à ajouter. Autrement de dire que voilà, il y a un enjeu, c'est clair, mais bon, on a vraiment envie de faire réussir certains dossiers, parfois ou pas d'autres. Je ne sais pas. J'avoue que moi, ce dossier est magique. Ils ont une rapidité d'exécution qui est véritablement impressionnante. Et ils arrivent à ce qu'on fasse parler d'eux systématiquement sur des nouvelles features, de nouvelles choses. Mais à ce point-là, j'avoue que ça reste, moi, ça m'émerveille. Je suis émerveillé par ce dossier. Ça laisse rêveur 110 millions de dollars quand même. Si ça se fait. Pour même pas 1 million d'utilisateurs, je sais pas, ça représente quoi? Ça veut dire que c'est... bref, faites les ratios, faites les calculs. Phil, on va maintenant quitter le virtuel pour revenir un petit peu la réalité des choses avec Zappos. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Zappos est un site de e-commerce dans la chaussure. Euh, et donc Zappos a annoncé le départ de son CFO suite à son rachat par Amazon. Enfin suite, je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet. Zappos est une société qui est assez hallucinante puisque c'est développé très rapidement, mais surtout a une culture d'entreprise qui est extrêmement forte, notamment au travers du Culture Book qu'on peut se procurer en envoyant un petit mail au fondateur de Zappos, ce qui est quand même Mhm. assez hallucinant. Et donc, est-ce que Amazon n'a pas un peu les boules de voir partir le premier dirigeant fondateur? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de départ, effectivement, 2, 3 dirigeants qui viennent, qui sont partis, qui ont prévu de partir et qui vont partir. Zappos, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Pour les paresseux et ceux qui n'auront pas le courage de lire le livre, je vous conseille de regarder le channel sur YouTube, le channel de Zappos. Vous pourrez voir la vie de Zappos vue de l'intérieur. C'est effectivement une entreprise assez particulière en termes de culture. Par exemple, lorsqu'on est dans le parcours d'intégration, pour une véritable confirmation, ils sont prêts à vous donner un chèque pour que vous partiez, parce qu'ils veulent les meilleurs, mais surtout des gens qui ont envie, qui sont motivés, qui sont intéressés. Lorsque vous êtes dans des fonctions plutôt comptables et administratives, vous pouvez demander à aller vers des fonctions plus logistiques ou plus marketing. Tout est possible. C'est véritablement l'engagement qui est souhaité à l'intérieur de la part de. C'est la culture de cette entreprise parce que derrière, il y a un service client très fort. C'est quasiment du 24/7. Vous pouvez renvoyer vos chaussures à n'importe quel moment. Alors, on peut vite foutre un business en l'air si on n'est pas prêt à répondre en termes d'appels téléphoniques. Je l'ai testé en termes de retour service, enfin, de retour de produits. Donc, c'est assez important. Ça soulève effectivement le problème de la création de valeur. Bon, je ne sais pas quel est le plus fort vecteur parmi ces personnes dans ce qui a fait le succès et la spécificité de Zappos. Bon, le dirigeant et fondateur est toujours là et on pourra toujours continuer à lui demander le bouquin, mais ça pose effectivement la question de voilà, racheter une entreprise. Qu'est-ce que ça peut donner derrière et ces annonces de dirigeants qui partent, c'est toujours, je dirais, ça peut laisser, on peut s'interroger. Et franchement, tout ce que je souhaite, c'est que des entreprises comme Zappos puissent continuer, qu'elles soient sous pavillon Amazon ou pas, parce que ça donne un bel exemple dans le domaine du e-commerce. Ça a inspiré, je pense, peut-être Bonobos, qu'on m'a gentiment conseillé récemment. C'est un peu le même concept, mais avec des jeans. C'est une société qui est basée à New York. Bon, ça a inspiré, je dirais, des choses un peu différentes dans le domaine du e-commerce. Donc voilà, la création de valeur pour Amazon, ce que ça va donner, on en saura un petit peu plus tard. Alors, juste aussi
pour rebondir là-dessus, ils ont un service client qui est quand même assez hallucinant, puisque comme tu dis, il y a un channel sur YouTube avec des petites vidéos qui sont montées par les employés. Je crois que peut-être des entreprises comme Orange ou des centres de télétravail ou de téléopérateurs pourraient peut-être aussi s'en inspirer, tu crois pas? Ouais, C'est un autre débat. ouais. L'application- Non, mais l'implication, c'est vrai que la culture d'entreprise, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à travailler, on n'est pas là pour raconter nos vieilles histoires, mais déjà dans les années 80, les entreprises se posaient la question de comment véritablement faire passer le message dans mon entreprise, comment la faire avancer. Alors, il y a des solutions logicielles maintenant, il y a du cloud là-dessus, et puis bon, il reste encore véritablement, je pense que c'est une question beaucoup de personnes, et Tonisier est vraiment quelqu'un de particulier. Donc, il faut des gens un peu, c'est prendre des risques, hein, que d'ouvrir la communication autant au sein d'une entreprise. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. C'est clair. Allez, Phil, on va parler de la thématique. On a parlé beaucoup de l'iPad, actualité oblige, lors du dernier épisode. On va en reparler. Mais là, plus sur l'aspect contenu, puisque tu étais la semaine dernière à l'iPad DevCamp. Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu y as appris? Alors, on va rentrer un petit peu plus dedans l'iPad, c'est intéressant. Donc, l'iPad DevCamp, c'est un barcamp, c'est une instance où, à contrario, on n'est pas là pour payer son ticket assez cher, on s'assoit, on écoute, là, on intervient si on veut, on échange, c'est généralement gratuit, on vous donne même un peu à boire à manger et des t-shirts, c'est tellement cool. Et surtout, l'objectif d'un barcamp, c'est de permettre à des gens euh, d'échanger sur des projets très concrets. Je suis dans une conférence, donc je me fais respecter un petit peu. Donc des sujets très concrets et autour duquel on va essayer ensuite de développer l'application pour qu'une fois le barcamp terminé, eh bien, on a fait le tour du sujet. Donc là, c'est organisé par l'équipe historique des iPhone DevCamp, l'équipe qui a lancé les premiers iPhone DevCamp aux États-Unis et qui a lancé forcément la thématique sur l'iPad aussi. Donc ça a été 3 journées très riches, très intéressantes, avec quelques tendances que je peux dire. C'est organisé chez PayPal. Et il y a eu beaucoup d'applications qui ont été développées pendant ces 3 jours autour du e-commerce, sur des utilisations supposées des services de PayPal. PayPal fonctionne parfaitement sur Internet. Et je pense qu'ils sont en train de nous préparer des choses particulièrement intéressantes sur le mobile. Et ce qui est intéressant, effectivement, quand on a un iPad, on ne sait pas si on a un gros iPhone ou si on a un petit laptop. En tout cas, je pense qu'avec cet iPad, on va pouvoir imaginer faire des choses intéressantes. Il y a d'ailleurs le Kindle qui est parmi les applications sur l'iPad où vous pouvez télécharger naturellement un certain nombre de livres chez Amazon. C'est assez marrant. Je trouve que c'est une espèce de logique comme ça. Aussi beaucoup de choses autour du visuel. J'ai vu des applications intéressantes qui en fait permettent de répliquer des choses que l'on fait ou que l'on a sur son iPhone et de le répliquer immédiatement sur son iPad. Des choses très visuelles. Ça va être un objet qui inspire beaucoup, qui est très joli et qui donne un rendu fantastique. Enfin, c'est vraiment un produit qui va prendre sa place. Je ne sais pas si je suis trop passionné pour être visionnaire sur le coup, mais en tout cas, ça a beaucoup inspiré. Il y a eu plus de 20 présentations, plus de 20 personnes qui ont développé. Il y avait 400 développeurs enregistrés. Donc c'était vraiment très très intéressant, une belle façon de voir ce qu'on peut faire autour de cette belle plateforme. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'applications qui ont été développées sur des utilisations spécifiques? Sûr. Alors, marrant, très marrante, c'est quelqu'un qui avait designé une tape, un radio avec les cassettes. Tu ouvrais la porte, ça te met, il y a des cassettes qui arrivent, tu le sélectionnes, ça la met dans ton grand, comment on appelle ça, un radiophone, Radio cassette. tu sais,
Ouais, et les mecs se battent dans la rue là, en mettant la musique à fond. Quand il y a du son, ça fait bouger les enceintes. Tu peux passer d'une chanson à une autre. Bientôt, tu auras peut-être la possibilité d'enregistrer. Ils n'avaient pas eu le temps de développer ça. Enfin bref, c'était un espèce de lecteur de cassettes sur un iPad. C'est génial. J'ai vu une entreprise qui a gagné un award parce qu'il y avait des awards pour une application très Autumn Gem, qui est un documentaire ou un film chinois. Et en fait, il y avait toute une thématique de vidéos, d'espèces de scènes de jeu à mettre en place où on déplace les différents menus disponibles et puis on va donc regarder la vidéo, on va jouer avec des personnages animés, enfin tout ça pour accompagner le lancement d'un film sur une plateforme comme ça. Bah, ça a inspiré ces développeurs pour faire quelque chose de très sympa et pour faire comme le bonus du DVD, quoi, en quelque sorte. C'était un petit peu le concept. Qu'est-ce que j'ai vu comme chose intéressante? J'ai vu des gens qui étaient avec. Alors j'avais trois iPads connectés sur le même Wi-Fi, trois iPads les uns à côté des autres et quelqu'un avec son iPhone qui le lançait comme ça et en fait ça faisait une roulette. Donc, ils avaient développé avec le sensor et le Wi-Fi. Quand la personne lançait son iPhone, ça faisait tourner les cerises et et les pêches et les fraises de chacune des choses pour faire euh, les machines à sous. C'était une machine à sous. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des gens qui jouaient, qui utilisaient leur iPhone comme console pour Tank or Die, ça s'appelle, pour déplacer des petits chars et puis se tirer dessus. Donc on utilise l'iPhone comme un remote pour jouer sur un iPad. Voilà, enfin, des choses plus ou moins intéressantes, mais des choses très enthousiasmantes, des choses très graphiques. Quelqu'un qui a imaginé un espace de graphisme où on peut jouer avec les formes en tournant, en tournant sur l'écran, ça fait défiler des formes différentes. On peut ajouter des textes, des très, très simples, c'est je tape un mot et puis ça permet de montrer le mot en grand. Alors, pendant la conférence, bon, les gens arrivaient, il y a une photo qui a été prise où les gens ont mis leur nom, leur baseline, etc. Bon, voilà, plein de choses. Et puis aussi, surtout des sites de e-commerce, des choses où on peut acheter hop, tac, 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 très, très vite. Et puis PayPal et Bing. Ça, il y a eu quelques applications comme ça. D'accord. Bah, écoute, Phil, une actualité assez fournie. On te remercie d'être extrait de ta conférence du cloud. On va te laisser y retourner, puis tu nous en parleras peut-être un peu plus en détail lors de prochain épisode dans une quinzaine de jours. Avec plaisir et toujours autant ravi de faire ce programme hebdomadaire ou bi-hebdomadaire avec toi. Ben écoute, Phil, merci beaucoup. Je te souhaite une très très bonne journée et on se reparle dans 15 jours. Bye bye.